Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 13e épisode de la 4e saison d'Overtime. On salue évidemment toutes les personnes qui nous ont déjà rejoints dans le chat en cette matinée, fin de matinée, début d'après-midi comme vous voulez. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions, on tentera d'y répondre le plus possible et au mieux. Vous avez de la chance, je ne serai pas seul aujourd'hui, heureusement pour moi et pour vous. J'ai avec moi Jérôme Beuchat, salut Jérôme. Salut Jean-Philippe, bonjour tout le monde. Avec moi aussi, avec nous, on a David Pietronigro, salut David. Oui, l'envoyé spécial depuis quelques mètres à côté de vous dans la régie. Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Messieurs, vous êtes bien remis de ce week-end enneigé sur les routes et dans les patinoires? C'était parfait. C'était parfait. Il n'y a pas eu trop de chasse-neige pour toi, ça va? Non, moi j'en ai pas eu, mais David, je crois que tu as eu le chasse-neige, non? Alors, c'est dommage que je roulais de nuit, hein, parce que j'aurais appris à regarder le paysage, mais c'est vrai que parmi ces conditions et tout ce qu'on peut vivre sur les routes, les nombreux kilomètres qu'on avale, on prend son mal en patience des fois pendant une très longue durée derrière les chasse-neige. Ouais, puis c'était pas la bonne idée de partir sur les routes cantonales ces nuits-là. Bon, assez parlé de routes et de neige, on va parler de hockey sur glace avec le sommaire de cette émission. On va commencer par Genève, se demander si finalement il faut quand même s'inquiéter après les 4 défaites subies consécutivement par les hommes de Yann Cadieux. On passera ensuite au HC Ajoie, un week-end à 3 points. Alors on peut se dire, il y avait peut-être mieux à faire du côté de Port-Rentruy contre Lausanne. Et puis d'un autre côté... on a battu l'équipe qu'il fallait battre sur le week-end. Fribourg retrouve la marche avant. La voiture fribourgeoise avance de nouveau avec 3 victoires. Et puis Bienne, toujours la même chanson à Bienne. On joue, on essaye, on tente, on tire, mais on ne gagne pas au final. Il y a eu 2-3 éclats de voix, il me semble, hein, du côté de Langnau notamment. Lausanne, on termine avec l'équipe en forme du moment. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour les Lions qui ont compilé une 7e victoire consécutive contre Lugano. On attaque immédiatement avec Genève Servette. C'est parti. Genève, faut-il vraiment s'inquiéter? Je le disais tout à l'heure en préambule. 7 défaites en 10 matchs, 4 de suite. Et le problème, c'est un petit peu contre qui ils ont perdu. On perd à la maison contre Berne alors qu'on a plus ou moins le match en main. On perd contre Langnau dans un non-match assez moche, il faut dire. Et puis ensuite, sur la route, on perd à Cloton alors qu'il y avait vraiment de quoi faire beaucoup mieux. Et finalement, on perd à Zurich, bon, avec un bon 3e tiers. Et on va garder ça peut-être pour l'espoir. Mais messieurs, comment vous voyez cette très mauvaise passe de Genève, Jérôme? Moi, j'ai l'impression que Genève, c'est un peu le contraire de l'année passée. L'année passée, on a l'impression que quand Genève jouait mal, ils arrivaient toujours à trouver le moyen de s'en sortir. Trouver une pénalité pour se faire un 5 contre 4 à la fin du match et puis marquer, ou alors tout d'un coup il y a un joueur qui faisait un coup d'éclat, qui traversait toute la patinoire comme Vatanen par exemple et puis qui allait marquer un but, ou bien tout à coup il y avait un puck devant la cage adverse et puis on sait pas comment, ça tapait 2 patins puis ça allait au fond. Il trouvait toujours le moyen d'aller chercher une victoire ou d'égaliser à la 60e puis de partir en prolongation et de faire un point par-ci, un point par-là. Et j'ai l'impression que cette année, ça marche pas. J'ai aussi l'impression que les autres équipes ont aussi peut-être plus de motivation de jouer contre Genève parce que c'est le champion en titre et puis on a envie évidemment de l'accrocher. Et puis c'est peut-être aussi la première fois que Genève est en difficulté. Sous Cadieux, ils n'ont jamais été en difficulté, vraiment Genève. Là, ils le sont et ils arrivent peut-être pas à trouver une solution en se disant c'est la première fois qu'on est dans cette situation puis on ne sait pas comment faire. Didier dans le chat nous dit que c'est un supporter genevois. C'est pas notre année, on laisse les autres romans prendre le relais. Alors ouais, merci, mais j'imagine que l'état d'esprit est un peu différent dans le vestiaire. David, toi comment tu vois là, ce que Jérôme met en avant, la première fois que Cadieux doit vraiment gérer, pas une crise parce qu'on n'y est encore pas, mais un problème récurrent? Je trouve l'analyse très bien mise en place, très bien peinte, hein, parce que c'est vrai que Genève Servette, depuis Cadieux, déjà l'année avant le titre, avait fait de super résultats, avait échoué finalement de peu le titre l'année passée. Et là, c'est cette gueule de bois qui dure depuis trop longtemps et on a toujours tendance, entre nous et avec les supporters, avec pas mal de personnes qui suivent le club aussi, à se dire on n'est pas inquiet quand même pour Genève. Ça va aller. Ils vont quand même rebondir parce qu'il y a de l'expérience, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent se lever. Alors, je ne suis pas d'accord avec Didier qui dit que ce n'est pas l'année de Genève Servette et qu'on laisse ça aux autres. Genève peut encore se réveiller, Genève peut espérer quelque chose, mais il faut le faire assez vite. Et je trouve que les derniers matchs n'ont pas du tout laissé montrer ça. Au contraire, on laisse place à beaucoup de doutes, à beaucoup de
de questions. Hein. Il y a un manque de grinta, un manque d'application de certains joueurs sur la glace. Et Yann Cadieux, je pense qu'il ne doit pas endormir, le pauvre, parce qu'il doit trouver des solutions. Il essaye de mettre des choses en place, mais les résultats ne suivent pas. C'est quand même 2 matchs très tristounets ce week-end que Genève a livré. Contre Langnau, ce n'était pas glorieux. Et contre Zurich, ça a surtout été un premier tiers vraiment à l'envers, où on a 3-0 après 11 minutes de jeu. Et aller espérer renverser une situation contre ce Zurich-là, quand vous êtes mené 3-0, vous avez beau avoir des super joueurs dans votre équipe. Pour l'instant, je crois que c'est plus on va dire une éthique de travail et l'envie et le besoin de tous tirer à la même corde, je pense. Ouais, il y a quand même quelque chose qu'il faut mettre en avant, c'est que l'effectif, ok, il n'y a plus Tom Ernest, on va pas en parler à chaque fois, mais il n'y a pas Tom Ernest, Lindström est blessé, ok, on va chercher Julius Honka à Berne, mais c'est un peu les mêmes joueurs. Alors on essaye de trouver des solutions en modifiant un peu les lignes, en cherchant des solutions de ce côté-là, mais c'est les mêmes joueurs. Donc qu'est-ce qui a bien pu changer autant au-delà des adversaires qui connaissent peut-être un peu mieux les implications du jeu de Yann Cadieux. Dominique Daflon dans le chat nous dit il y a 2 choses à Genève. Genève semble à la rue physiquement et ça se voit. Et puis Robert Mayer est à la rue et le coaching staff doit être plus dur. Alors plus dur que Yann Cadieux, je pense que ça doit être compliqué parce qu'il est vraiment extrêmement exigeant et avec lui et avec ses joueurs. Alors évidemment, peut-être qu'à la longue, ça use quand on veut toujours aller dans le micro-détail, mais en même temps, il a cette aura gagné avec le titre. Il a montré que aller dans les détails et travailler à fond, ça paye. De ce côté-là, je pense pas qu'on peut être beaucoup plus dur. Par contre, parle-nous de Mayer un petit peu, David. Mayer, il a vécu tellement un high, un haut dans les derniers playoffs où il a été stratosphérique qu'il a de la peine à redescendre. Hein. Il a plané peut-être pendant tout l'été et ses résultats et ses statistiques ne sont pas bonnes cette année. On l'a encore vu ce week-end avec des mauvais choix contre Langnau, avec des mauvais choix contre Zurich aussi qui se payent cash. Peut-être pas forcément de comprendre pourquoi il a joué le match de samedi alors que la rocade tournait aussi entre lui et Desclous. Il faudrait poser la question à Beaulieu puis au coaching staff. En tout cas, on le sort après 11 minutes, ce qui prouve que ce n'était pas le bon choix samedi non plus. Mais pour revenir sur le point de Dominique, peut-être le physique, eh bien, forcément, on a le titre très tard, plus tard que tout le monde. On le fête. On se laisse un petit peu aller et est-ce qu'on ne courrait pas après un petit peu sa forme maintenant? Ça n'explique pas pourquoi Genève ne marque quand même pas les buts, parce qu'offensivement, il y a quand même de la qualité pour en marquer et qu'en ce moment, c'est le néant. Mais est-ce que Dominique ne pointe pas là du doigt un point très intéressant du physique peut-être qui commence à être une des explications peut-être des résultats de Genève Servette? Ouais, et puis là tu parles du physique et on a Alain dans le chat qui nous dit ne pensez-vous pas que c'est la saison de trop pour Winnick et Phil Poula surtout à 5 contre 5? Alors c'est vrai que sur les matchs que j'ai commentés de Genève, je reconnais pas le Phil Poula et le Winnick des années précédentes, je les trouve moins tranchants. Alors en powerplay, c'est toujours autant fort parce que Phil Poula a une vision du jeu et puis est habile de la canne, a des bonnes mains, donc ça se ressent pas trop. Mais c'est vrai qu'à 5 contre 5, au niveau patinage, après comme tu l'as dit, ils ont fait une préparation beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, je crois que c'est Yann Cadieux qui me l'avait dit sur une interview d'avant-match, il m'avait dit, non, c'était Dan Tognes qui m'avait dit ça sur un Genève Zoug. Je lui ai demandé si la préparation avait été différente cette année. Et puis il m'avait dit, l'année passée, on était dans la peau de Genève. Parce qu'une fois que tu as le titre, après, tu as des cérémonies, tu as des réceptions à faire par-ci par-là. Et puis ça repousse un peu ta préparation. Mais moi, ce que je me demande à Genève, c'est est-ce qu'ils n'ont pas la pression du champion? Oui, la pression du champion, mais je veux dire, Phil Poula, il a gagné. Non, mais pour tout le monde, ouais, mais pas forcément pour Phil Poula, mais on dit que ça tourne pas à Genève. Est-ce que les joueurs ne se mettent pas une trop grande pression sur chaque match en se disant on est le champion, on doit aller gagner, alors que l'année passée, ils étaient clairement outsiders et ils ont eu une saison régulière où tout fonctionnait, où tout allait bien. Ça a continué en play-off où Robert Mayer a été stratosphérique. Et puis cette année, il y a des petits couacs par-ci par-là. Et j'en reviens à ce que j'ai dit avant. Je pense qu'ils sont dans une phase où ça va pas bien. Pour les joueurs, ça va pas bien. Pour le gardien, ça va pas bien. Ils n'ont jamais connu cette situation. Et je les sens un peu perdus. Ouais, Phil Poula, pour donner des chiffres, c'est 17 points en 27 matchs. Hein. Il est quand même pas à la rue, quoi. Mais... Non, il n'est pas à la rue, mais je trouve qu'il a moins d'impact quand même. Jérôme, moi, je trouve que, tu dis, ils ont une trop grosse pression sur les épaules en tant que champion. Moi, je trouve qu'ils ne se la mettent pas assez, la pression. Parce que
au niveau de l'application et du rendement offensif de ces derniers matchs, je trouve qu'on aborde ces rencontres un peu trop faciles. Hein. Ça reste des professionnels et tout, mais je trouve qu'il y a un manque d'application, de grinta, d'envie, hein, de manger de la glace vraiment dans ces derniers matchs de Genève Servette. Et là, ça commence à devenir inquiétant parce que ça part devant aussi au classement. Alors oui, on peut toujours dire oh, on va être en play-in et la suite, ben, on verra bien. C'est clair que jouer Genève en fin de saison, ça sera peut-être pas facile. Ben, il faut déjà se qualifier dans cette partie-là du classement. Et puis, je trouve que le power play, il a très bien fonctionné en début de saison, mais c'est qu'un but sur les 5 derniers matchs pour Genève Servette. Et là aussi, ça fait un petit peu mal parce que si on ne peut pas s'appuyer sur cette qualité-là, ben ça explique peut-être aussi pourquoi vous perdez des matchs de 1 ou 3-2 ou 4-2 comme les derniers résultats qu'ils ont fait. David, je suis d'accord avec toi sur une partie de l'équipe quand on parle d'intensité, mais quand on voit ce que la quatrième ligne fait, par exemple avec Berton, Pouliot et Praplan, que ce soit à Cloton ou ailleurs, là, je pense pas qu'on peut vraiment leur jeter la pierre à ceux-là et pas mettre tout le monde dans le même sac. Ligne, c'est tout le monde qui doit faire ça. Oui, je sais bien, mais disons que si je devais en enlever quelques-uns de ta critique, ceux-là, je les enlèverais. Il faut qu'on passe à la suite parce que, vous le savez, on est limité à 1 heure hein, pour qu'on puisse nous retrouver à 20h sur MySports 1 ce soir. Donc, on va enchaîner et on va parler du HC Ajoie. Ouais, un HC Ajoie qui restait sur 6 matchs sans le moindre point et qui a réussi à faire 3 points ce week-end. Alors 3 points sur 2 matchs, une défaite aux prolongations vendredi à Port-Rentruy contre le LHC, une victoire à Cloton également aux prolongations samedi avec une égalisation très tardive signée Gauthier, puis une victoire aux prolongations. Un HCA qui retrouve donc les points, qui a battu Cloton, qui était juste devant eux au classement. Maintenant, Cloton qui est passé 12e. Et puis, voilà, Ajoie qui fait ses points, qui a joué avec un magnifique maillot vendredi, qui était un maillot rétro pour fêter les 50 ans du club. D'ailleurs, un très très joli maillot. Et puis un HCA qui continue de jouer sans De Vos ni Asselin. À l'interview, Christian Volven qui dit voilà, moi j'ai 6 étrangers à mettre, je mets les 6 meilleurs sur ceux que je vois. Donc pour lui, Asselin et De Vos sont clairement les numéros 7 et numéro 8. On a eu un bon chat show dans les buts également vendredi contre le LHC. Ajoie qui a montré du caractère, qui est revenu 3 fois à égalité par rapport à Lausanne, qui a même été plus d'1 minute à 3 et qui a fait le travail. Moi j'ai trouvé que ça a été un bon Ajoie ce week-end. David, moi quand on me dit ça, je regarde un petit peu Odette et puis je pense que parfois Odette il fait du bien, il sort 2 buts, il est sur le powerplay, il s'entend bien avec Gélina et tout, ça marche. Tout à coup il disparaît complètement. Je me demande si de temps en temps il faudrait pas quand même redonner une chance à Asselin, histoire de garder les gars concernés. Parce que mettre 2 étrangers comme ça, ok, tu as toutes les explications du monde. Quand tu avais fait X matchs de suite, 6 matchs de suite, je crois, avec 1 point avant la pause de l'équipe de Suisse, ok, ma foi, tu dois vivre avec ça. Mais quand ça va plus, puis que tu en perds 4 de suite, peut-être qu'il faudrait donner ce petit sucre, puis dire, écoute, tu fais partie du groupe, tu es dedans, parce qu'un jour ou l'autre, on sait que voilà, les blessures, ça tombe dessus. Je ne sais pas comment tu vois ça, David. Entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut continuer d'appliquer tout le monde parce que la saison est encore longue et surtout la partie importante, la saison de Ajoie est encore longue. Donc, il faut garder tout le monde sous tension. Et si tu fais 6 étrangers récurrents et toujours les mêmes et que tu gagnes, tu ne peux pas reprocher grand-chose au coach. Mais comme ce n'est pas toujours le cas, en Ajoie, ça va mieux depuis ce week-end qu'on a un petit peu mis fin à cette série négative, tu peux continuer d'avoir toutes les bonnes raisons du monde, d'avoir l'application de Asselin, de remettre De Vos aussi, ou d'enlever un de tes 2 défenseurs étrangers et de jouer avec 5 attaquants étrangers devant. Il y a plusieurs solutions pour garder ça. Je ne dis pas qu'il doit les enlever les 2, il l'a fait une fois. Ça ne s'est pas très bien passé. Ça ne s'est pas très bien passé. Il a dû se faire taper sur les doigts parce que certains n'ont pas compris dans son entourage. Donc, en garder un, mettre 5 devant et puis préparer en fonction de l'adversaire. Mais moi, pour revenir à ce week-end, pour Ajoie, c'est bien, tu fais des points à chaque match, tu reprends cette routine-là. Mais s'il fallait gagner un match, il fallait gagner Cloton en 60, je pense. Tu pouvais perdre contre Lausanne et tu devais gagner pour ne pas laisser 1 point et en prendre que 2 contre Cloton pour espérer toujours garder ce contact. Il y a toujours les matchs en moins de Ajoie, donc ils ne sont pas encore définitivement, on va dire, dans les abysses de ce classement de National League. Mais il y a quand même un petit point d'égaré, je pense, contre les Aviateurs dans ce week-end au total. Et pour la petite anecdote, je ne sais pas si c'est marrant ou pas, mais c'est la première fois qu'Ajoie gagne
cette saison avec 2 défenseurs étrangers et 4 attaquants étrangers. Ils ne l'avaient encore jamais fait. Quand ils avaient gagné les matchs, c'était 1 défenseur étranger et 5 attaquants. Ils n'avaient encore pas gagné avec 2 et 4, alors que c'est la solution que Christian Volvend applique depuis maintenant de nombreux matchs, avec Brennan et Jelina derrière. Comme quoi, des fois, on ne se rend peut-être pas forcément compte de ça. Alors, est-ce qu'ils doivent continuer à 2-4 ou essayer tout d'un coup de faire en 5. Alors le 0-6, tu l'as dit David, ça avait été une catastrophe contre Ambry à la maison. Ils avaient encaissé 6 buts si je ne me trompe pas. Mais est-ce que de temps en temps, ils ne devraient pas justement faire en 5, comme tu disais Jean-Philippe, et puis mettre Asselin, mettre De Vos, parce que je pense qu'ils seront appelés à jouer. Tu l'as dit Jean-Philippe, une blessure, ça peut te tomber dessus. Tu peux aussi être malade, tu peux être suspendu. Tu peux être en méforme, il peut arriver n'importe quoi, et faire jouer un gars tout d'un coup comme ça, alors que ça fait peut-être 1 mois et demi qu'il a plus joué. Je pense que c'est un petit peu joué avec le feu là du côté de Porrentruy. Bon, mais d'après ce que tu dis et l'analyse qu'a fait David, je pense que la seule bonne raison qui fait que Ajoie est de nouveau sur les bons rails, c'est le nouveau maillot. Il n'y a plus rien à dire. Il faut plus jamais changer ce maillot, quoi. Tous les matchs à la maison, tu joues avec le maillot du 50e. Mais est-ce qu'on peut voter ici déjà? Moi, je crois que je vote pour parce que le maillot est magnifique aussi. Il y a Kenji Seb qui nous dit là, il faut être clair, De Vos n'est plus à la hauteur avec tout le respect pour le job qu'il a fait jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on peut être aussi catégorique que ça? J'ai un peu de peine quand même parce qu'on se connaît le travailleur, on connaît l'éthique de travail, tout ce qu'il met dans son quotidien pour être au top. Et puis la vision du jeu, ok, tu as peut-être un petit coup de patin un peu moins rapide, mais la vision du jeu, notamment au powerplay, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut tout à coup t'amener du plus. Hein. Il revient de loin, les gars. Il revient de loin. Il a été opéré du dos, une opération très sérieuse, très difficile aussi. Après, peut-être que lui-même est revenu au jeu un petit peu trop rapidement et qu'il a un petit peu forcé, mais pour le reste, il faut lui laisser du temps. Et De Vos, c'est un énorme compétiteur. Et ce qu'il doit vivre là, ça doit être forcément très difficile à avaler en tant que sportif d'élite. Mais pour être sûr qu'il va revenir et puis qu'il aura envie d'honorer ce C sur le maillot et d'aider son équipe de cœur maintenant depuis qu'il est arrivé en 2015. Ouais, parce que ça, c'est aussi, hein, tu nommes un capitaine, puis après tu te dis, bon, tu ne l'utilises pas. Ouais, c'est quand même compliqué. En effet, non, mais ça doit être très compliqué déjà pour lui-même. Oui, non, mais c'est bien. Il a envie de jouer. Est-ce que ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'à un moment donné, Volven s'est trompé? Peut-être. Et puis là, maintenant, voilà. Après, est-ce que c'est Volven qui a donné le C? Est-ce que c'est les joueurs entre eux qui ont, entre guillemets, voté dans le vestiaire? Je sais pas non plus. Mais c'est vrai qu'en début de saison, on n'aurait jamais pensé que Phil Michael De Vos serait un surnuméraire autant longtemps. Non, déjà juste le fait d'être surnuméraire. Honnêtement, avec 7 étrangers, là, tu te dis, mais même 8, tu te dis, cool, au moins tu auras du roulement, tu auras un petit peu des gars qui sont toujours frais, une saine concurrence qui est instaurée. L'idée pour moi, c'était vraiment de garder tout le monde impliqué. Et là, ça met tout le monde dans une situation compliquée parce que si tu gagnes, ok, ça va, mais si tu gagnes pas, puis que tu remets, comme tu disais, un gars qui a pas été en compétition depuis X temps, tu peux pas lui demander les mêmes choses, être dans le rythme, avoir des automatismes et puis donner le meilleur de lui-même à ce moment-là, quoi. Je suis d'accord avec ça. Et puis, j'espère qu'il y a peut-être des blessures ou des choses qu'on ne sait pas qui sont gardées propres au vestiaire qui expliquent peut-être le fait qu'il ne joue pas. Hazen nous dit, Patrick, il espère qu'il soit rapidement prolongé. C'est vrai que ça peut être un des dossiers chauds, messieurs, de priorité sur la table de Julien Vauclair pour continuer à préparer la suite quand on voit aussi ce que fait Joe Hazen cette saison et quand il n'est pas blessé, ce super joueur de National League qu'il est. Ouais, je crois que c'était dans un entretien avec un podcast de RFJ, il me semble, où il disait j'aimerais encore faire 2 ans, en tout cas rester encore un moment en Suisse, puis ensuite, après la carrière, je retournerai probablement prendre les rênes de l'entreprise familiale. C'est en tout cas ce qu'il laissait entendre dans le podcast de nos collègues jurassiens. Il est temps maintenant de bouger un petit peu, de redescendre en plaine et on va s'occuper de Fribourg-Gotteron. Des Fribourgeois qui ont connu un week-end plein avec 2 succès qui en sont à 3 victoires consécutives. Ça va mieux pour Fribourg-Gotteron après les aléas de ces dernières semaines. Ce n'est pas encore 100%
top au niveau de la jouerie, au niveau de l'attitude sur 60 minutes, mais on retrouve le moyen de gagner des matchs. Il y a eu le match de hier contre Davos, de ce match du dimanche soir qui a été gagné, on va dire avec une certaine maîtrise quand même. Oui, on a eu un petit peu peur en fin de rencontre, mais pour le reste, Fribourg-Gotteron avait fait le job pour se mettre à l'abri. Et à Rapperswil, face à cette équipe en crise, il n'y a pas eu de doute non plus très longtemps, parce que Di Domenico a offert un superbe but où il a enrhumé le défenseur saint-gallois pour ouvrir le score. Ensuite, Bikoff, qui est en forme en ce moment, et qui discute peut-être d'un contrat, avait marqué le but du confort. Alors, Fribourg a du mieux dans les résultats, Fribourg a du mieux dans le jeu, mais on voit encore qu'il y a des séquelles de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Est-ce que vous ressentez la même chose que moi, messieurs? Bah, écoute, pour Fribourg, moi j'ai l'impression qu'hier, ils ont fait du Genève de l'année passée. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher les 3 points en jouant pas forcément incroyable, pas en étant au-dessus vraiment de l'adversaire, mais ils ont marqué les buts où ça fait mal à Davos. Ils ont de nouveau bien joué derrière. Il y a aussi quelques semaines, j'ai commenté un match à Rapperswil où c'était la même chose avec Fribourg. C'était pas un excellent Fribourg, mais tout à coup ils ont une action, ça finit au fond, une deuxième action, ça finit au fond. L'adversaire qui a 2-3 actions chaudes, puis le gardien fait le travail, les défenseurs aussi. Et puis tu te retrouves après 60 minutes avec Fribourg qui fait 3 points sans avoir été incroyable. Et ça fait 3 points au classement. Ils reviennent à égalité de Zug. Ils sont à 2 points de Zurich. Les points s'engrangent comme ça. Et puis, tant mieux pour Fribourg. Tant mieux pour le moral. Et puis, j'ai envie de dire, pour le moral des joueurs, vaut mieux gagner en jouant pas très bien que perdre et en jouant super bien. Parce que t'es content, t'as gagné ton match, même si t'as pas bien joué, t'as gagné ton match, tu mets la musique à fond dans le vestiaire, c'est tout de suite plus simple, et c'est plus sympa, et puis voilà quoi. On va faire un petit tour dans le chat où Gaëtan Grossrider nous demande pour le match de hier soir, il y a une pénalité différée contre Gotteron, puis un penalty. Si Davos avait transformé le penalty, est-ce que la pénalité aurait été annulée? C'est la première question piège. Honnêtement, je veux pas dire de bêtises, je dirais que oui, mais j'en suis pas sûr. On va appeler Stéphane Rochette. Ouais, on va appeler un ami. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que dire sur le vilain coup de coude de Vizère qui ne prend que 2 minutes malgré le visionnage d'images assez évidentes. C'était contre Delarose. Et alors là, les images ont été transmises à la Ligue. Il y a une enquête qui a été ouverte. On a reçu ça ce matin. Et sur les images, il y a quelque chose qui nous plaît pas beaucoup. On sait que Marc Vizère, c'est un peu un filou quelque part. Il faut toujours avoir un œil dessus. Il semble que sa canne dépasse un petit peu au bout de son gant. Et ça peut faire très très mal. On verra si la Ligue voit la même chose que nous. Mais il va être puni, ça c'est certain. Ce qui explique juste avant, c'est aussi la charge de Delarose sur ce même Vizère qui amène la réaction de Marc Vizère, et la charge de Delarose est aussi limite. Moi, ce qui me plaît pas dans le geste de Vizère, c'est que c'est un geste revanchard. Donc il fait exprès d'aller taper Delarose. Alors après, est-ce qu'il fait exprès de faire dépasser son manche de canne, son manche du gant? Je sais pas, mais c'est ça que j'ai pas aimé, c'est que c'est clairement revanchard. Ouais. On parle aussi dans le chat pas mal de Diaz et de Souter parce que faut quand même dire que c'était le premier match d'un jeune joueur de 17 ans, Basile Sansonance, qui a un peu connu tous les hauts et tous les bas en 3 shifts ou 4 shifts. Il a fait 4 shifts, il a joué 1 minute 21. Voilà, et il a eu un penalty contre lui, il était sur la glace sur l'ouverture du score sur le but de Davos, l'égalisation de Dominique Egli, même s'il n'y pouvait rien. Et puis ensuite, il était sur la glace sur le but d'un autre jeune fribourgeois, Dominique Bignas, qui est parti seul battre Schliemann. Donc il est à 0, il a joué, je crois que c'est notre collègue du matin Ruben Steiger qui allait lui parler à la fin du match en disant, il disait c'est incroyable de se retrouver là. Mais bon, vivre tout ça en 1 minute 21, c'est quand même pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Alors, c'est pas mal. C'est intense, mais il a été utilisé 1 minute 10 dans le premier tiers. Il s'est passé ces 2 actions plutôt contre Fribourg-Gotteron, et ensuite il est revenu pour un chiffre de 11 secondes. Donc un baptême du feu qui est toujours une bonne nouvelle, parce qu'on sait que Fribourg-Gotteron n'utilise pas non plus le plus de jeunes joueurs. Là, on fait face à la blessure de Diaz qui a reçu un peu qu'au visage vendredi à Rapperswil, et de Souter qui, je pense, se remet de ses soucis de début de saison avec sa pubalgie. C'est toujours une possibilité pour Christian Dubé d'avoir quand même un contingent normal, on va dire, parce qu'on le dit, on le répète, le contingent de Fribourg-Gotteron, ce n'est pas le plus pléthorique du championnat.
Et il ne faudrait pas que les blessures commencent à, on va dire, s'accumuler pour Christian Dubé, parce que ça pourrait devenir compliqué. Il y a une chose qui est aussi intéressante à voir, c'est que ça fait plusieurs saisons qu'on dit ouais, mais Fribourg, ils n'ont pas beaucoup de profondeur dans l'effectif. Mais ça fait aussi plusieurs saisons qu'il n'y a pas beaucoup de blessés à Fribourg-Gotteron. Je veux dire, des blessures comme là, une pubalgie, ça peut arriver, mais c'est assez rare. C'est des cas c'est plutôt des coups, des commotions. Là, c'est le puck au visage de Diaz, etc. Des coups de canne, etc. Un puck que tu prends sur la main au mauvais moment. Une petite tension ci et là, mais des grosses blessures, on en a très rarement vu. Alors, est-ce que c'est dû au bon travail de Simon Holdener là ou pas? Ce serait peut-être intéressant une fois d'aller à Fribourg puis discuter de ça. Le positif pour moi encore, messieurs, peut-être de ce week-end, Motet qui remarque, ça lui a fait du bien. On a vu qu'il a enlevé le piano, la contrebasse qui était sur son dos au moment de son but. Et j'ai beaucoup aimé aussi le but de Bignas parce qu'il l'exécute parfaitement. La passe est superbe. Il est en patinage arrière, il se retourne, il se met dans le sens de la marche, il résiste au retour de Fora, je crois, sur son dos, et puis il va marquer. Donc, très positif ces 2 points-là, de pouvoir compter sur un retour et une confiance peut-être soignée pour Motet. Maintenant, à Christophe Berchi d'en faire de même, peut-être pour lui aussi retrouver, on va dire, un peu des statistiques en sa faveur. Mais tu vois, là, tu parles de la confiance sur le but de Bignas. C'est là qu'on voit la différence peut-être avec un joueur de Genève. Bignas, il contrôle le puck, il arrive devant Schliemann. Si je ne me trompe pas, il n'a même pas fait de feinte. Il a envoyé un tir du poignet. C'est parti dans le but. Tu as l'impression que pour lui, ça avait du sens de faire ça. Il n'est pas allé affronter le gardien, essayer de faire une feinte ou faire des fioritures, et c'est ça la marque d'un joueur en confiance. Finalement, il réfléchit même plus. Alors que du côté de Genève, on en parlait avant, j'ai vu des face-à-face où tu arrives devant le gardien, tu essayes de faire ton dribble, tu rates ton dribble, ou alors tu essayes de faire une passe à un coéquipier sans forcément prendre ta chance. Là, le jeune Bignas, parti au but, tiré, but, au revoir, merci. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, pour Fribourg-Gotteron, excuse Jean-Philippe. Non, vas-y. On a beaucoup joué du côté des Dragons au début de saison, et puis là, on aura beaucoup de temps à l'entraînement pour soigner peut-être des détails et corriger, parce que Fribourg ne joue que samedi contre Bienne, pause ensuite de l'équipe nationale et retour pour 3 matchs avant Noël. Donc, on a peu joué ces derniers jours, on jouera peu dans les prochains jours, donc on aura peut-être du temps pour Christian Dubé et son staff pour corriger tous ces petits détails qui peut-être n'ont pas été amenés correctement sur la glace lors de ces derniers matchs. Alors, on a une précision concernant la pénalité là, dans le chat. On nous explique que le pénalty a été provoqué par Sprunger et la faute par Delarose. Donc, si le pénalty est consécutif à la faute de Sprunger, et logiquement, Delarose aurait dû être puni. Merci à Frédéric Piller et Richard Ruffieux. On va, petite mise au point géographique, puisqu'on est là. Michel Sprunger nous dit j'ai dit retour en plaine en passant d'Ajoie à Fribourg parce que l'Ajoie ce n'est pas en plaine. Alors c'est d'une plaine mais de l'autre côté du Jura. Alors voilà, comme ça tout le monde est content. Et puis il n'y a pas de Damascine. C'est sûr ou sous les rangiers. Voilà, c'est ça. C'est temps, c'est sûr, parce que si jamais vous êtes en route, le tunnel est fermé. Et puis la Damascine, c'est protégé, on ne va pas aller sur ce terrain-là. Fribourg a d'autres choses à faire valoir. 4e ligne marche bien. Dernier point sur Fribourg avant de passer à la suite. 4e ligne marche bien, c'est temps. Début de Walzer, je crois qu'il en a 7 si je ne me trompe pas de tête. Bikov qui marque, Bikov qui fait marquer. Et puis Bignas qui sort aussi son épingle du jeu. C'est aussi là-dessus que peut compter Christian Dubé quand tout d'un coup une ligne avec Schmid et Sprunger marche un peu moins bien. C'est ça qui est chouette avec Fribourg, c'est que t'as pas la pression qui est mise forcément sur que les étrangers ou sur les 2 premiers trios. À chaque match, c'est une autre ligne qui se met en avant, une autre ligne qui crée le danger, une autre ligne qui peut marquer. Avec 4 lignes efficaces, tu peux aussi partager le temps de jeu. Tu mets pas forcément 20 minutes tes deux premières lignes et puis 6-7 minutes tes 3e et 4e blocs. Tu arrives vraiment à répartir ton temps de jeu. Et c'est peut-être aussi pour ça que les blessures n'arrivent pas du côté de Fribourg, parce que tu tires pas sur la corde de 3, 4, 5 joueurs, mais tu partages ton temps de jeu. Donc ça, c'est clairement un plus pour Christian Dubé. En parlant d'un Christophe plutôt, il y a quelqu'un qui veut parler de Christophe Berchi là? Parce qu'il est un petit peu dans un creux, notre ami 28 là.
On avait l'habitude de le voir voler sur la glace en début de saison. Avec le casque jaune. Avec le casque jaune, avec Di Domenico à ses côtés. Puis là, il y a eu le brassage de ligne. On sait que c'est un attaquant qui est assez streaky, un peu comme Rayal. On sait que pendant un petit moment, il peut marquer, mais là, ça date un petit peu. Ça vous fait souci ou bien c'est juste ça va aller, il va se reprendre? Moi, j'ai plus l'impression qu'il fonctionne un petit peu comme ça dans sa carrière. Toujours des moments très très hauts et des moments, on va dire, plus compliqués. Mais est-ce que le mot compliqué est le bon mot à utiliser? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est long, surtout en termes de buts. Je crois que c'est deux lors des 20 derniers matchs. 12 matchs sans marquer pour lui. Mais c'est vrai que tout a presque trop bien fonctionné en début de saison. Il en a clairement profité. Et c'est le fameux retour du bâton qui revient sur lui pour la suite. Et après, c'est pas pénalisant non plus pour Fribourg-Gotteron, le fait qu'il fonctionne moins bien. C'est vrai qu'on l'a sorti de la ligne avec Dido, on l'a remis, on essaye des choses. Dubé qui bougeait pas ses lignes a quand même dû y venir pour trouver des solutions, puis un petit peu piquer son équipe. On thématisera de Christophe Berchi aussi dans notre studio de ce week-end, mais pas plus inquiet que ça, parce que je crois qu'il faisait déjà ça un petit peu. En tout cas, c'est l'impression qu'il me donnait à Lausanne. Et au final, il fait quand même une saison à presque 30 points ou plus de 30 points. Et puis, si on regarde le bilan général, la saison est bonne pour Christophe Berchi. Bon, alors sur ces bonnes paroles, on va clore le chapitre fribourgeois si vous le voulez bien, et puis s'attaquer à la suite, à savoir un gros morceau au HC Bienne. Ouais, un HC Bienne qui n'a pas fait le moindre point ce week-end. Défaite à la maison contre Zurich, défaite à Langnau. Un match contre Zurich qu'a commenté Régis, qui nous a clairement dit que Bienne méritait clairement mieux que de faire 0 point. Bienne qui aurait même pu gagner. Ils ont eu 6 powerplay. Les Biennois, ils n'ont pas marqué. Zurich a aussi eu 6 powerplay et ils marquent le 3-2 sur leur 6e jeu de puissance. C'est là que s'est fait la différence. Ça prouve encore une fois que Bienne n'a pas d'efficacité devant le but adverse, parce que sur 6 powerplay, normalement, tu dois quand même au moins en mettre un. On est d'accord. Et voilà, et un Bienne qui a très bien joué vendredi. Par contre, Bienne qui est passé à côté de son match à Langnau samedi, défaite frustrante. On a même appris qu'à la fin du match, le vestiaire est resté très longtemps fermé. Le coach a, comment on peut dire ça, a mis en place des choses. Il a gueulé, quoi, on va dire ça comme ça. Il a gueulé. Est-ce que c'est la bonne méthode, pas la bonne méthode? Ça, on n'en sait rien. C'est le tempérament de l'entraîneur qui est comme ça. Bienne qui a clairement manqué le coche ce week-end, qui aurait pu revenir à 3 points de Genève, qui est 10e. Bienne qui reste donc à 6. Et puis un Bienne qui a fait 2 matchs totalement différents. Un super match vendredi, un mauvais match samedi. Et ça continue pour le HC Bienne de faire les montagnes russes. Mais surtout un Bienne qui décolle pas, quoi. Ouais, mais Gaëtan le laisse retranscrire aussi à l'interview. On fait des bons matchs, on a des bonnes choses. Des fois, on ne s'est pas appliqué, on n'a pas le salaire qui va avec aussi par rapport à l'effort qu'on fait. Et c'est un petit peu ce HC Bienne qui joue aux montagnes russes, qui n'arrive pas surtout à enchaîner. Parce que dans la situation où il est maintenant, je pense qu'il a besoin de victoires à la suite et de retrouver de confiance en son jeu. Il y a plein de blessés qui sont revenus. Il y en a toujours, bien sûr, dans les rangs du HC Bienne. Et pour parler de la gueulante du coach, moi je peux la comprendre, parce qu'au bout d'un moment, il est aussi sous pression, le garçon. Il n'a pas été aidé par les événements. Et tu viens de perdre 2 fois dans ton week-end, ça ne va pas. Le jeu présenté à Langnau, ça ne va pas. Tu dois aussi un petit peu remettre le palais des congrès au milieu de la cité. Hein. Il n'a pas dit la coupole, hein, t'auras remarqué. Ouais, j'ai vu qu'il n'a pas dit la coupole. Ouais, alors écoute, honnêtement, de plus en plus, je commence à me demander si c'est la... Je ne reconnais pas tellement le HC Bienne. Je me pose la question si Steinegger a vraiment fait tous ses devoirs sur Matikainen. Je suis vraiment allé avec un esprit ouvert, en sachant que ça allait être difficile de passer après Tormanen. Mais de plus en plus, je me dis, mais ça croche pas. Il a peut-être pas les relais dans le vestiaire. Les gens sont... C'est tellement un grand écart personnel, émotionnel à gérer. D'habitude, Bienne, c'était quoi? Bienne, c'était l'équipe où tu pouvais avoir
tous les problèmes du monde, ça jouait quand même, l'ambiance restait la même chose, personne s'énervait. Là, on commence à parler de Tormanen et de Matikainen qui s'envoient des pics via les médias. Il y a Daniel Villard qui doit aller dans les médias pour dire non, on n'est pas très content de ce qui se passe. Steinegger qui répond à un journaliste, vos questions sont stupides. Je ne reconnais pas le HCBN. Cette espèce de sérénité qui se dégageait à peu près dans n'importe quelle situation, elle n'est plus là. Et puis la réponse du coach à ça, c'est de nouveau le bâton. Pas le retour de Jean-François Bâton dont tu as parlé avant, mais je veux dire, c'est pas tellement... J'entends pas des choses qui me disent qu'ils s'asseyent et ça discute. C'est plutôt comme ça, entraînement punitif, une gueulante à Langnau. Hey, on va où? Dans ces cas-là, messieurs, il y a deux solutions. Soit tu mets de côté tous tes principes de joueur et tu vas dans ce que veut le coach et tu essayes de sauver ta saison, soit tu joues contre l'entraîneur et puis il part à la pause de décembre ou à Noël. Parce que les résultats maintenant va devoir les enchaîner. Il a encore au bout d'un moment là, ils sont à un tournant. Il a encore le Joker Eponiemi quelque part. Ouais, et puis le Joker offert. Voilà. Aussi. Offert Eponiemi, mais ils vont revenir, ils auront besoin de temps de retrouver le rythme. Et puis après, tu te retrouves en février et puis tu es peut-être déjà un peu loin au classement. Donc, bon, après, ils sont pas à la rue non plus. Hein. Si on regarde le classement, là, ils sont à 6 points de Genève, à 7 de Ambry et à 8 de Davos avec un match de moins. Donc, c'est pas catastrophique. Et c'est peut-être justement la chance de Bienne en ce moment, c'est que les équipes qui sont juste devant Bienne, eh bien, elles font pas beaucoup de points non plus. Non. Donc, ils restent quand même au contact, les Biennois. On s'inquiétait pour Genève, on s'inquiète pour Bienne aussi. Hein. Ouais, mais ce qui est rigolo, non, c'est pas très drôle, mais Genève est 10e, on dit oh, mais ça va aller, ils vont se qualifier. Bienne est 11e, on dit oh, ça va aller, ils vont se qualifier. Mais si c'est la bataille entre les deux, il y en a un des deux qui va pas passer. Ouais, donc, ça c'est clair. Mais ce serait quand même assez fou que dans la 50e ou 51e ou 52e journée, ça se joue entre les deux. Ouais. Genève. Enfin, que les deux soient au coude à coude, les deux anciens finalistes pour une place dans les 12, mais dans par les contre, 10. Ce que tu as dit avant, Jean-Philippe, c'est assez intéressant. C'est vrai que sur ça change, c'est bien. Non, mais sur toutes ces dernières années, c'est vrai qu'on parlait de Bienne qu'en positif. On a l'impression qu'il n'y avait jamais de problème à Bienne, que tout allait bien, même dans les médias. Il y avait jamais une erreur de casting, il n'y avait jamais un problème à l'interne, il n'y a jamais un joueur qui gueulait sur un coéquipier, sur un entraîneur. Tu pouvais faire n'importe quoi. Il brillait à Bienne. C'était fou. Ouais, et puis là, voilà, on en parle un peu mal. Enfin, c'est comme ça. Il y a une question intéressante là, dans le chat. Je crois qu'il y a Corentin qui la pose et puis quelqu'un d'autre avant. C'est est-ce que le fait que c'était Christophe, je crois. Est-ce que le fait, et ça c'est peut-être pour toi, David, que plusieurs joueurs ont déjà dit on s'en va, Künzler, Radgeb, Ischier, Van Pottelberg, etc. Est-ce que ça peut déstabiliser un groupe ou pas? Oh, oui, plus que déstabiliser. Hein. On a déjà parlé, on peut en rediscuter, mais c'est clair que quand tu as quand même 5 joueurs cadres qui partent dans des autres équipes, ça montre un malaise qu'il y a à l'interne dans le vestiaire. Et ça déstabilise tout le monde parce que tout le monde vient à se poser des questions. Hein. Il y a eu la signature rapide de Hofer qui a prolongé, il y a eu celle de Salinen. Maintenant, on essaye de rattraper un petit peu ça pour poser certains cadres. Mais pour le reste, il y a quand même beaucoup de joueurs qui se disent mais où on va ? Où on va cette saison, où on va dans le futur, et certains ont déjà pris leurs décisions rapidement. Ils partent pour le projet, ils partent pour l'argent, ils partent pour un nouveau défi, ils partent pour ce qu'ils veulent. Ce que je retiens de ça, c'est que Bienne n'a pas pu les conserver parce que Steinegger a toujours une politique financière très stricte et puis qui ne veut pas faire n'importe quoi. Est-ce que ça peut être positif ou négatif ? Peut-être qu'il aurait dû faire des choix parmi ces 5 ou pas. Ça peut être discuté. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a des autres qui devraient en profiter, ils n'en profitent pas déjà cette saison. Et puis pour l'avenir, ça sera clairement une période de reconstruction parce que tu ne pourras pas remplacer un Künzle par l'équivalent d'un Künzle, sauf si tu y débourses la somme que tu aurais peut-être dû mettre pour garder Künzle. Moi, j'avais interviewé Martin Steinegger avant la saison et puis je lui avais dit, mais tu as plein de joueurs qui arrivent en fin de contrat, tu auras du sacré boulot. Et puis il m'avait dit, ouais, mais c'est bien et pas bien. Parce que c'est bien... Parce qu'il me disait, les joueurs ils vont pouvoir décider s'ils restent ou pas suivant les résultats, suivant l'entraîneur, s'ils s'entendent bien ou pas. Et ce qu'il avait peur, voilà. Martin Steinegger, c'était l'effet boule de neige. Alors il me disait, si j'ai des leaders qui signent, ça va peut-être inciter les autres à signer aussi. Mais si j'ai des leaders qui commencent à partir, j'ai peut-être mes autres leaders qui vont aussi partir. Et là, moi, ce que j'aimerais bien savoir, mais ça on le saura jamais, c'est pourquoi ces joueurs partent.
Est-ce que Kunsley part parce que l'offre de Zug l'intéresse plus et puis il se dit j'ai plus de chances d'être champion de Suisse avec Zug qu'avec Bienne et puis je pars là? Ou est-ce qu'il part de Bienne parce qu'il s'y plaît plus à Bienne? Et ça, je pense que c'est pas la même chose. Ishii est la même chose. Van Pottelberg, bon ben lui il a la concurrence avec Sateri. Je pense qu'il part à Lugano pour avoir plus de temps de jeu, ce qu'on peut comprendre. Mais Ishii part à Genève, Kunsley part à Zug, Radge part à Fribourg. Est-ce qu'ils partent pour voir autre chose et avoir du sportif mieux, ou est-ce qu'ils partent parce qu'ils se plaisent plus à Bienne? Je pense que c'est pas l'un ou l'autre, et je pense qu'il y a un mix, et puis que simplement la balance penche plus d'un côté ou de l'autre. Et je pense qu'il y a vraiment des deux, parce que l'ambiance, elle a quand même été complètement modifiée. Là, c'est Michael Cavin qui nous dit, quand tu as autant de fins de contrat en même temps, c'est stratégiquement mauvais. Grosse erreur de gestion quand même, aucune équipe ne fait ça. Oui, mais au 7e match, si tu gagnes à Genève, il n'y a personne qui parle de ça. Il n'y a personne qui parle de ça, puis tu réussis ton début de saison, et puis tout le monde a envie de rester peut-être aussi. Il y a un peu de tout, finalement. Mais je te laisserai aller poser la question, Jérôme, aux joueurs concernés pour essayer d'avoir des réponses par rapport à leur choix. Ah, je peux poser la question, après ils sont pas obligés de me répondre. Il y a Yannick qui se pose une question, lui. Dites-moi si je me trompe, mais les belles saisons de Bienne ont été avec Tormainen. Je ne suis pas biennois, mais c'est mon souvenir qui me dit ça. Alors moi j'ai les mêmes souvenirs que lui. Ah ouais. Il me semble que c'est... en plus, quand Leuenberger avait repris l'équipe une saison, quand Tormanen s'était fait soigner de sa maladie la première fois, eh bien, Bienne avait fait les pré-playoffs, ça s'appelait comme ça, et s'était fait éliminer par Rapperswil. Donc est-ce que finalement, il n'y a que Tormanen qui arrive à faire jouer cette équipe-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un petit peu le cas. Et puis c'est vrai que Tormanen laissait beaucoup de liberté à ses joueurs. Hein. Ils n'étaient pas enfermés dans une stratégie. Ils n'avaient pas un cadre strict. D'ailleurs, moi, j'ai le souvenir de certains matchs. Est-ce que c'est pas là qu'ils se bloquent justement parce qu'ils ont été trop libres? Peut-être, mais ça fonctionnait. Et puis moi, j'avais l'impression aussi, quand je voyais jouer le HC Bienne, je me disais, mais entre le premier bloc et le troisième bloc, c'est pas la même tactique, c'est pas la même équipe. Tu avais l'impression que chaque bloc faisait un peu son jeu, faisait un peu ce qu'il voulait. Ce qui fonctionnait pour lui. Ce qui fonctionnait pour lui. Tu avais un bloc avec Rayala qui entrait dans la zone et tout de suite qui mettait le puck sur le net ou qui tirait. Puis tu avais un bloc Brunner, Kunti, Kunsley qui était plus en possession de puck, qui faisait tourner autour des bandes et qui avait plus ce jeu Artonize comme on les appelait à l'époque. Et puis là, j'ai l'impression que depuis cette année, les 4 blocs doivent jouer la même chose parce qu'il y a une seule tactique, ils sont dans un cadre et c'est peut-être ça qui est compliqué pour Bienne cette année. Peut-être, là, quand on revient sur les années Tormanen qui ont bien fonctionné, oui, le contre-exemple c'est Rapperswil parce que toutes les bonnes saisons de Rapperswil dont je peux me souvenir, c'était Hedlund à la bande et il y est toujours et ça marche quand même pas. Et là, Christophe Robert nous dit, ouais, c'est un peu la même équipe à Bienne par rapport à la saison dernière, à peu de choses près, pareil à Rapperswil. Pareil à Genève. Et puis ça fonctionne beaucoup moins bien. Ouais. Alors, oui, ça peut être une partie l'entraîneur. Puis après, évidemment, c'était pas... On dit que c'est la beauté du sport. On a oublié Kessler. Positif comme négatif. Hein. Donc voilà, ça peut des fois être magnifique parce qu'avec l'équipe que Bienne avait l'année dernière, il est arrivé jusqu'en finale et puis venu échouer au 7e match. Et puis avec le même effectif, avec un système de jeu différent, ça croche pas cette année. Et puis, il y a encore, je voulais juste te dire un truc, c'est que j'ai vu passer Koskinen à Lausanne, dans les buts de Lugano. Il ne sera plus le gardien de Lugano, puisque Van Pottelberg arrive et que Schlegel a encore un contrat. Je pense que Lugano est gagnant. Honnêtement, j'ai été extrêmement déçu jusqu'à maintenant par le passage de Koskinen à Lugano. Si on accepte peut-être quelque chose en play-off où il a réussi à monter son niveau, peut-être qu'aussi sa défense devant lui s'est serrée, mais... Encore une fois, il y a un but pour lui là, à Lausanne. Ça ne remet en rien, pas en cause la victoire des Lausannois, mais vraiment, là, on attend bien plus d'un gardien étranger. Alors, il y a encore une question. C'est Lido qui nous dit « Il faut se poser la question du fait que beaucoup de joueurs arrivent en milieu, voire en fin de carrière, et ils font le choix d'aller dans des équipes de haut de classement. Y a-t-il assez de joueurs avec le niveau ?» Pour toutes les équipes, il y a des clubs qui vont jouer les playoffs pendant 58, puis il y a les équipes qui vont former les joueurs comme Bienne, Rappi, etc. Je ne suis pas d'accord parce que Bienne fait quand même partie des équipes du haut du classement depuis toutes ces dernières années. Donc, on essaye de partir peut-être dans un club dans lequel on croit peut-être plus au titre que ce qui a été fait à Bienne, vu qu'on a loupé le coche, si on veut, l'année dernière. Mais partir pour des équipes du haut du classement, moyennement d'accord.
Ouais, moi, il y a quelque chose qui m'embête un peu là-dedans, c'est qu'il parle arrive en milieu, voire en fin de carrière. 27 ans pour Radgeb, 28 ans. Künzle, c'est à peu près la même chose. Kessler, il est plus jeune que ça. Van Pottelberg, il est plus jeune que ça. C'est simplement des joueurs. Van Pottelberg, la chose est un peu différente. Il a besoin de temps de jeu. Il veut être le futur gardien de l'équipe de Suisse. Là, je pense pas que ce soit vraiment une question de fin de carrière. Radgeb, par exemple, lui, c'était ses meilleures années. C'est ses meilleures années. Il voulait un contrat de 5 ans costaud où il était posé. Il n'y a pas eu beaucoup d'autres offres autres que celle de Fribourg. Il y a eu des contacts, mais légers. Mais ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Par contre, moi, je suis d'accord avec Lidos, c'est sur le point où il dit former les joueurs. Parce que c'est vrai que Steinegger a fait venir Kessler de Davos à Bienne, ce n'était pas le Kessler de maintenant. Quand il a fait venir Ischier, ce n'était pas le Ischier de maintenant. Il a quand même relancé la carrière de Mike Künzle qui peut quand même partir à Zug. Il parle de Rapperswil aussi, Bienne et Rapperswil dans le même panier. C'est vrai que Rapperswil a formé David Ebicher. Enfin, l'a formé, a pris David Ebicher pour sa première année pro. Et maintenant, David Ebicher, c'est clairement le patron de la défense à Rapperswil. Et il a pu signer un gros contrat à Lugano. Donc c'est vrai que ça reste peut-être des clubs qui forment les joueurs, qui vont chercher des joueurs, qui les amènent à bon niveau. Et puis ensuite, quand ces joueurs sont à bon niveau, ils peuvent avoir beaucoup d'argent d'autres clubs, de Zurich, de Zug, et puis ils partent là. Si tu acceptes ça, tu reconstruis mais en c'est aussi le cas. Et puis, mais c'est aussi le cas dans d'autres sports. Hein. On le voit par exemple au foot, dans le championnat de France, d'Allemagne, etc. Tout à coup, on a un club qu'on annonçait outsider qui fait une énorme saison, qui se qualifie Dortmund. qui se qualifie pour la Ligue des Champions. Et puis pour la saison d'après, vous avez 8, 9, 10 joueurs qui sont partis parce qu'ils ont explosé cette saison-là. Et puis ils chopent des immenses contrats Union Berlin cette année, là. Par exemple. Ouais. Donc ça a toujours été le cas, ça. Simplement que pour Bienne, enfin, c'est la fin d'un cycle. On va quitter Bienne, ouais, on va quitter la Bundesliga, puis on va revenir en National League pour parler d'une équipe qui flambe du feu de Dieu. C'est le Lausanne HC. Lausanne qui a communié avec son public avant-hier, samedi soir, puisque c'était les 30 ans de la section Ouest. Très joli tifo, gros engagement là du mur lausannois, ça avait vraiment de la gueule. C'était très joli, puis en plus les joueurs leur ont bien rendu en battant Lugano qui était dans une très très bonne passe, qui venait de gagner le derby sans encaisser le moindre but, avec Turcauf, avec Carr qui mène le classement des pointeurs de la Ligue. Et puis le soir d'avant, ils ont été confrontés à un HC Ajoie accrocheur dans un maillot vintage de très belle facture d'ailleurs. Ils ont réussi à finalement passer l'épaule en prolongation, assurer une victoire. David, je ne sais pas comment toi tu vois le LHC. Moi je les ai vus une fois à la télé le vendredi puisque j'étais au studio, et puis le samedi à la patinoire, mais c'est très très costaud. On voit maintenant que tous ces tirs qu'ils mettaient sur la cage alors que ça ne fonctionnait pas, le pourcentage d'efficacité monte et puis ça paye. On a trouvé le bon équilibre, on a trouvé les lignes, on a trouvé le bon fonctionnement, on a pu remettre un petit peu d'huile dans les rouages qui avaient coincé il y a de cela un peu plus de 2 semaines, maintenant 2 semaines et demie, et on n'a presque pas touché à ça. Il y a presque plus de modifications apportées par Jeff Ward dans son équipe. Il n'a pas de raison non plus de les modifier, hormis peut-être d'enlever Pedretti, de mettre Kenins au 4e bloc, ou peut-être Kovac à Pala. On peut encore discuter de ça, hein, même si Pala montre quand même plus de signes d'entente et de cohésion avec Suomela dans ce premier bloc que Kovac, qui est encore peut-être un petit peu trop inconstant dans ses performances. Mais pour le reste, franchement, en ce moment, Lausanne joue du très bon hockey. Lausanne est, comme tu l'as dit, je crois 9 victoires en 10 matchs. Et elle peut, avec ce jeu-là, prétendre à battre tout le monde, hein, sur la forme du moment. Écoute, moi j'ai trouvé Lausanne très équilibré. Un peu comme Fribourg, on fait tourner les 4 lignes. Après, à Port-Rentruy, il manque de tuer le match. Ils auraient pu avoir cet instinct un peu plus de tueur. Ils se font remonter 3 fois contre Ajoie. Ils ont surtout un but d'avance et un 5 contre 3, où là, ils doivent 1 minute, hein, je crois même un peu plus, à 5 contre 3. Je pense que là, Lausanne doit tuer le match. Mais sinon, c'est quand même un week-end à 5 points. Lausanne qui est 4e du classement. Ils sont pas si loin, hein. Ils sont à 6 points de Zurich. Bon, ils ont 2 matchs
de plus. Mais je trouve qu'ils ont trouvé de la stabilité, ce qu'ils n'avaient peut-être pas l'année passée. Ils ont trouvé de la confiance. Il y a un petit peu tout le monde qui tire dans un peu n'importe quelle position. On n'attend pas d'être forcément face au gardien pour tirer ou d'avoir une cage vide. Les joueurs tentent leur chance également de la ligne bleue. C'est d'ailleurs comme ça que vient l'ouverture du score vendredi soir à Poran. C'est un tir de la bleue qui est finalement dévié. Je crois que c'est par Rapala. Oui, c'est juste. C'est Heldner qui tire et c'est Rapala qui marque. Ouais. Et j'ai l'impression que l'année passée, Heldner aurait pas tiré. Parce qu'il y a quand même une probabilité de perdre le puck si tu tapes dans les jambières du joueur devant toi. Bah là, il a quand même pris sa chance, alors que l'année passée, il aurait peut-être gardé le puck, on serait peut-être retourné dans les bandes et tout. Je trouve que Lausanne a gagné en stabilité et en confiance. Il n'y a pas de point faible pour l'instant, parce qu'au point faible, il y aurait pu en avoir au but, mais l'arrivée de Kevin Pache a apporté encore plus de doses de confiance à toute l'équipe. Défensivement, eh bien, tu en as parlé un petit peu dans ton sujet. Solide, hein. Ce week-end, Pilot a peut-être eu des responsabilités plus défensives. Juice fait le travail, et puis il y a quand même des défenseurs. Ah, c'est des internationaux derrière, hein. Voilà, qui ont une énorme expérience. Et puis devant, il fallait peut-être trouver cette bonne recette des lignes 1, 2, 3, 4 qui fonctionnent bien. Et puis, il n'y a pas de raison pour l'instant de s'inquiéter. Et en plus, j'ai noté les prochains matchs de Lausanne, c'est vendredi, réception de Rapperswil qui ne tourne pas, qui est l'équipe en crise, et à Ambry samedi. Donc, c'est encore une bonne raison peut-être de continuer cette excellente dynamique que Lausanne fait pour aller jusqu'à Noël dans les meilleures conditions et avoir attrapé le bon wagon maintenant. Ouais, moi je pense qu'on va avoir un problème de riche bientôt parce que Kevin Pache, on peut dire qu'il est jeune, on peut dire qu'il doit encore passer en Swiss League, mais honnêtement, contre une équipe comme Lugano, qui est la première ou la deuxième off the rush, qui tire au but presque autant que Lausanne, qui a des gens en forme comme Turcav, comme Carr, il s'est fait avoir par Arcobello, alors qu'il était parfaitement placé. Arcobello a marqué à 4 contre 5, il était à la place où il doit être. Il a la taille qu'il a, ok, mais Arcobello lui a envoyé le puck sur le côté du casque pour le mettre dans le but. Je veux dire, je ne sais pas s'il l'essaye encore 50 fois, ça marchera peut-être encore 2-3 fois, mais pas beaucoup plus. Et puis sur le reste du match, il dégage un calme assez impressionnant pour un gardien de petite taille qui joue beaucoup sur l'explosivité. Et puis, alors, il lit le jeu et il anticipe de manière magnifique. Je crois que c'était au premier tiers, je dirais 14e minute comme ça, une passe de quart pour Turcav au deuxième poteau qui est tout seul et Pache est déjà là alors que pas tout le monde aurait fait ce déplacement-là. Vraiment, il m'a impressionné. Tu dis, Jean-Philippe, c'est un problème de riche, mais moi je pense que ce ne sera même pas un problème parce que je pense qu'on n'aura aucune peine à envoyer Kevin Pache de retour en Suisse pour lui dire, regarde, tu as goûté à ça, tu as été excellent. Si tu veux y revenir, continue de travailler dans cette direction-là. Le gardien accepte aussi ça. Il nous l'a dit clairement quand on était allé le rencontrer. Il aura envie de travailler encore plus fort pour revenir en National League et profiter peut-être d'une prochaine blessure. Ça peut être peut-être le prochain Punenovs qui se blesse, ça peut être de nouveau Conorius. Et il reviendra et il sera déterminé de nouveau. Donc, à mon avis, dès le retour de Conorius, peut-être un petit peu de temps de réadaptation avec le club partenaire parce que ça fonctionne bien. Puis dès que les deux sont au top, Kevin Pache retrouvera la Swiss League, on va dire, pour moi, de la manière plus logique du monde. On imagine que Martini sera content. Hein. Par contre, ce qui est bien pour Conorius, c'est qu'on ne va pas le stresser pour revenir. On ne va pas le faire jouer alors qu'il est que à 85 ou 90%. Là, on peut clairement lui dire, soigne-toi comme il faut, on a le temps, reviens quand tu es à 100%. On fait tourner entre Kevin Pache et Ivar Punenovs. Je veux dire, il n'y a vraiment pas le feu du côté du LHC. Et ça, je pense que pour Conorius, c'est un point très très positif. Il y a aussi un point, pour terminer peut-être sur Kevin Pache qui m'a marqué. C'est un bon joueur de Cannes. Et ça, il n'y en a pas beaucoup des joueurs, des gardiens comme ça qui peuvent faire une première passe. Il a fait une relance via la bande du côté offensif de la zone neutre. C'est arrivé pile dans la palette de, je crois que c'était Kennins. Mais c'était vraiment impeccable, c'était risqué, mais ça a été fait parfaitement. Donc, on voit aussi qu'il a confiance, il n'a pas peur de prendre ce genre de risque. Et quand vous avez ça, eh bien, ça vous fait un homme avec qui tu peux jouer, tu peux relancer de plus. Donc, si tu as un forecheck à 2, s'il a la confiance et puis qu'il sait bien jouer avec sa canne, ça donne des possibilités supplémentaires pour des sorties de zone propres, quoi. Vraiment,
chapeau. Donc pas d'inquiétude à Lausanne de garder le focus et la concentration nécessaire pour ne pas perdre un match pot de banane lors de ses prochaines sorties. Oui, maintenant il y avait une question sur la gestion de Kovac. Parce que là, ça fait 4 matchs qu'il est en tribune, 4 matchs que ça gagne. Apala, Suomela, il semble que ce soit quand même un duo qui s'entende assez bien. On l'a encore vu en prolongation à juin. Apala qui est vraiment qui est entre c'est pas vraiment un buteur, c'est presque plus le centre qui est buteur et l'ailier qui est un fabricant de jeu, on a l'impression. Et là après il faut trouver le troisième pour que ça fonctionne. Alors il y a Salomaki, le travailleur de l'ombre, qui est pas le couteau le plus affûté du tiroir quand il est devant le goal, mais c'est un gars qui fait le job, ça fonctionne. Oh bah écoute, moi, du côté de Porrentruy, j'ai trouvé que cette première ligne, elle se complétait bien. Entre les 3 étrangers, on a un joueur qui va plutôt jouer physique, puis faire de la place devant le but. On a un autre qui est plus petit, qui est rapide, puis qui arrive à amener le puck. Et puis on a un autre qui sait distribuer le jeu, qui trouve des lignes de passe que peut-être pas beaucoup de monde arriverait à trouver. Donc je trouve que les 3 là, Salomeki, Suomela et Apala, ils se complètent plutôt bien. Ils sont performants en plus, puisqu'ils marquent. Donc moi je trouve que c'est plutôt bien. Peut-être un défenseur étranger une fois pour remettre en jeu Kovac. Puis tu mets qui en 4e bloc? Alors déjà Pedretti et Amartini, t'enlèves Kennins, tu mets qui en 4e bloc? Il y a déjà Ugly dans le 4e bloc. Alors tu descends qui dans le top 6? Ah, je suis d'accord. Hein, tu vois, c'est ça le problème. Changer, je veux dire, c'est beaucoup plus simple de gérer un gars en tribune plutôt que de dire, ok, écoute, on va enlever Pilot. Derrière, ils sont assez, il n'y a pas de souci. Tu peux encore rappeler Sidler. Si d'aventure, il n'est pas blessé. Ok, il y a des solutions, mais je pense que Joss t'oublie. Lui, t'en as besoin parce qu'il est bon partout. C'est lui qui voit les choses quand il coupe des passes. Il est bien placé. Sa première passe, elle est impeccable. C'est pas Dieu vivant, mais il est très fort en powerplay. Je pense que je ne l'enlèverai pas. Messieurs, le temps tourne. C'est pour tout le monde. On va tous mourir un jour, mais on va commencer par mettre un terme à cette... T'es joyeux, toi. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Oui, mais faites attention, ça vient vite. Hein. Tic-tac, tic-tac. On va plutôt clore ce passage ces belles paroles, sur Lausanne. Écoute, je te passe la parole pour clore, puisque c'est toi qui as la chemise du croque-mort. On arrive au terme de ce 13e épisode. Merci à toi Jean-Philippe pour toutes ces belles paroles et analyses. Merci à toi aussi Jérôme et à tous ceux qui étaient en direct avec nous aujourd'hui. La rediff sur Facebook et en podcast, c'est dans l'après-midi. Sur MySports 1, c'est ce soir que vous allez pouvoir nous revoir à 20h. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la Champions Hockey League. D'ailleurs, Jean-Philippe et Jérôme, vous serez avec Stéphane Rochette sur les matchs qui appliquent les 2 clubs suisses qui sont encore en lice dans ces quarts de finale aller. Le prochain studio, c'est lui vendredi soir, à vos agendas. D'ici là, portez-vous bien. Puis on espère vous voir la semaine prochaine, encore en vie. Allez, bye bye. Ciao. Tous les matchs de National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.